Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle aventure de Bonjour le Faso. Nous sommes dans le mois d'octobre et octobre est dit mois rose parce que c'est le mois de sensibilisation contre le cancer de sein. C'est le mois en même temps de lutte contre le cancer de sein. Et aujourd'hui, 19 octobre, c'est justement la journée mondiale de lutte contre le cancer de sein. Aujourd'hui, nous avons une pensée spéciale à toutes ces femmes qui ont mal parce qu'elles ont le cancer de sein. Beaucoup de courage. Et à celles qui hésitent encore à faire le dépistage de ce cancer de sein, surtout, nous vous invitons à aller dans les centres de santé. Quand vous remarquez quelque chose d'anormal au niveau de vos seins, il faut aller vous faire dépister parce qu'on peut justement sauver la situation. Quand on découvre le cancer du sein, plus tôt on peut vous récupérer parce que malheureusement, ce cancer du sein, ce cancer de col de l'utérus, ce sont des cancers qui tuent encore sous nos cieux. Donc faites attention et surtout beaucoup de courage donc à toutes ces femmes. Merci. Alors, je rappelle que cette semaine, nous nous intéressons au rond-point ou place des cinéastes qui est situé justement à Ouagadougou pour la rubrique à la découverte 2. Et la revue de presse aujourd'hui sera présentée par Alphonse Ouedraogo. Je rappelle que c'est férié, donc les journaux ne paraissent pas, mais Alphonse sera là pour partager des informations avec nous. Notre invité du jour est monsieur Alex Bologua. Il est coach en développement personnel et directeur général de MS. DMS, c'est Digital Marketing School. Il est notre invité de ce jour. Nous allons justement parler de marketing digital avec lui et également de coach de développement personnel avec notre invité. Et dans la chronique Un nœud sur la société aujourd'hui, nous serons avec Romuald Kaboré. Avec lui, nous allons parler du divorce. Pourquoi divorçons-nous aujourd'hui? Quelles sont les conséquences aussi du divorce? Nous en parlerons tout à l'heure avec Romuald Kaboré. Nous recevrons également des annonceurs sur ce plateau pour justement nous parler de leurs événements. Merci de bien vous installer. Nous partons tout de suite et maintenant pour la rubrique à la découverte. Et nous sommes installés confortablement au niveau du rond-point ou de la place des cinéastes de Ouagadougou pour la rubrique à la découverte 2. Rappelons que les travaux de construction de ce monument ont débuté en septembre 1986 et son inauguration a eu lieu en mars 1987. Ce joyau est donc vieux de 34 ans aujourd'hui. À chaque FESPACO, une cérémonie de libation a lieu à la place des cinéastes pour honorer les cinéastes disparus. Cette année, la cérémonie de libation a permis de rendre hommage à 30 cinéastes africains disparus entre 2019 et 2021. Selon le secrétaire général de la Fédération panafricaine des cinéastes FEPACI, Cheikh Oumar Sissoko, cette cérémonie assure aux cinéastes africains leur immortalité. Et justement, aujourd'hui, nous allons vous proposer d'écouter un extrait justement donc de l'intervention de monsieur Cheikh Oumar Sissoko. Rappelons donc qu'il est le secrétaire général de la Fédération panafricaine des cinéastes, FEPACI. Il nous parle justement donc de ce rond-point. Il nous parle aussi donc des cinéastes disparus et pourquoi une cérémonie de libation. C'est parti, nous le suivons au micro donc de Pakisba Mariam Ouedraogo. Ceux qui partent, on les honore d'abord pour leur inhumation, mais ensuite, régulièrement, on les honore. L'islam, la chrétienté sont venus, donc ils ont aussi leur façon de faire. Mais la tradition ancestrale est de verser un liquide par terre et de demander vraiment aux ancêtres de bien accueillir ceux qui viennent de partir. Et ça, cette tradition-là, on l'a instaurée parce que des hommes et des femmes qui ont donné à l'Afrique dans le sens donc de montrer ces images, ces façons de vivre. Donc, l'image étant aujourd'hui le médium le plus important, la communication sociale, ce sont des gens qu'il faut honorer. Il faut honorer tout le monde. Mais nous, à notre manière, le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, en association avec la Fédération panafricaine des cinéastes, sous la hullette de nos pionniers comme Sembène Ousmane, Paulin Ousmane Vieira, ont instauré cette tradition-là que l'on fait à 1 heure
de la matinée, comme cela se doit dans nos sociétés. La symbolique est très forte parce que ça montre à ceux qui sont encore là qu'ils ne seront jamais oubliés, que nous penserons à eux, que leurs œuvres non plus ne seront pas oubliées, mais que leurs images seront indéfectiblement donc rattachées à cette tradition-là. Ouais, il y a les photos. Hier soir, on a fait l'hommage. Et puis ça, ce sont des choses qui vont continuer. Cette année, entre les deux festivals, on a associé vraiment ceux qui sont partis, mais on n'oublie jamais de mettre les pionniers. Ce sont les pionniers qui font le tour en haut et ensuite donc en bas. Ce sont vraiment ceux qui sont partis ces 2 dernières années. Ils sont malheureusement nombreux. Alain Gomis. Alain Gomis parce qu'il a gagné l'étalon. Vous voyez, ça c'est l'allée des étalons. Tous ceux qui gagnent l'étalon ont le droit de venir mettre leur statut ici. On va le faire pour Alain Gomis. Pour Aboubacar Sam Makaram, qui est décédé en octobre 1987, il y a une cérémonie par sa famille et le Sénégal. Donc c'est pour ça que nous invitons. Il a été notre premier secrétaire général. À 36 ans déjà, quand la FEPACI a été créée le 12 octobre 1970, aux 3e journée cinématographique de Carthage à Tunis, c'est lui que ses aînés, Semben, Tar, Chiria et autres, ont désigné comme secrétaire général. Et il a fait du très bon travail. C'est un honneur qu'on fait aux artistes. Jusqu'à la fin des temps, on verra la statue de Alain Gomis ici. Pour les générations à venir, ils comprendront que ceux qui gagneront l'étalon, ils vont être magnifiés sur cette place-là. C'est ça l'importance. Les enfants, les petits-enfants de Alain Gomis, nos enfants, nos petits-enfants et tous les cinéastes, même le monde des arts, même les cinéphiles, chaque fois qu'ils viennent à Ouaga, ils viennent faire le tour de cette place et ensuite ils vont voir les... Et ils seront beaucoup plus nombreux quand ma statue va y être. Le gouvernement du Sénégal a payé 25 millions pour faire sa statue. Il y a un éveil des consciences des autorités aujourd'hui au Sénégal et un éveil vraiment des consciences des cinéastes sénégalais qui autorisent qu'on les place dans l'avant-garde du cinéma africain. Beaucoup de choses se font. 2 milliards de francs CFA par an par le gouvernement sénégalais. C'est pas énorme, mais c'est pas rien. Et ça a permis vraiment donc de décoller, de sortir de cette léthargie. Je dis bravo au gouvernement sénégalais, au président Macky Sall, mais je lui dis, ce n'est pas encore suffisant, parce qu'il peut y avoir beaucoup plus. Mais c'est l'occasion de demander aussi aux autres gouvernements, aux autres chefs d'État, de s'impliquer dans les fonds nationaux. Ça se fait au Maroc, ça se fait en Côte d'Ivoire, au Burkina aussi, au Mali, il y a une loi qui a été votée, elle n'est pas encore appliquée, mais c'est l'une des solutions. Il faut que nous fassions donc, dans des projets endogènes le développement donc, du cinéma, de l'image. À l'instant, vous suiviez le témoignage de M. Cheikh Oumar Sissoko. Rappelons qu'il est le secrétaire général de la Fédération panafricaine des cinéastes, en abrégé FEPACI. Il était justement au micro de Pakistan Mariam Ouedraogo à qui nous disons merci. Je rappelle que cette semaine, nous allons donc nous intéresser aussi au FESPACO, puisque c'est la semaine du FESPACO, raison pour laquelle nous avons décidé de vous parler du rond-point ou de la place qui rend hommage donc aux cinéastes, à savoir le rond-point des cinéastes ou place des cinéastes. Et justement, à côté ou en face de ce rond-point, vous avez l'allée ou l'alignement donc des cinéastes où vous pouvez voir bien sûr les statuts de ceux-là qui ont remporté les talons d'or de Yenenga les années passées et justement les statuts vont être renforcés au cours des années. Merci bien. Alors aujourd'hui c'est Maouloud, je vous le disais, bonne fête encore de Maouloud donc à tous ces musulmans qui nous suivent et bien sûr pour rendre hommage encore aux musulmans nous allons vous proposer un clip de Malika Laslamazone qui nous chante Je ne cesserai.
Je ne cesserai, c'est signé Malika Laslamazone. Et nous poursuivrons avec cette émission. Cette fois-ci, nous allons passer à la revue. Je rappelle qu'aujourd'hui c'est férié puisque c'est Maouloud, les journaux ne parissent pas, mais nous avons retenu quelques sujets pour discuter avec vous, pour justement vous partager de l'information. Et nous recevons Alphonse Ouedraogo. Bonjour Alphonse et bienvenue. Bonjour Abzeta, bonjour à ceux qui nous suivent et bonne fête de Maouloud à tous les fidèles musulmans. Merci bien. Alors Alphonse, aujourd'hui, pas de journaux, donc pas de lecture des unes, mais la phase commentaire, bien sûr. Nous passons au premier sujet et là, on va s'intéresser justement au bisbis au sein du CDP. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans ce parti finalement? Alors, difficile de le savoir, mais il nous a été donné donc de voir que samedi dernier, le parti avait donc une rencontre. C'était le bureau exécutif national du parti qui se réunissait. Une rencontre donc à l'issue de laquelle des décisions ont été arrêtées, ont été prises. Dans ces décisions-là, il y a eu comme point la sanction de 3 militants du CDP, tous du secrétariat exécutif, tous du secrétariat chargé de la jeunesse du parti. Et donc, cela fait suite à ce qui s'est passé à l'incident de septembre dernier. Parce que, rappelez-vous, des jeunes du CDP s'étaient organisés pour rencontrer la presse, pour donner leur lecture par rapport à la situation nationale. Au cours de cette rencontre, la déclaration qui avait été préparée et portée à la connaissance des dirigeants de la direction du parti devait être lue devant les journalistes. Alors, contre toute... je ne sais pas, à la surprise générale de ces jeunes-là, c'est une autre déclaration qui est arrivée à la dernière minute et qui a été l'objet de discorde parce que les jeunes ou les responsables, ça y est, de la jeunesse du parti n'ont pas voulu accepter cette déclaration-là qui venait d'arriver parce qu'il y avait la première déclaration approuvée par tout le monde qu'on devait donc lire. Cela a fait que ça s'est passé la tambouille. Ils ne se sont pas entendus jusqu'à la conférence de presse a été perturbée. Après cette rencontre, il faut dire qu'au niveau du parti, il y a ce qu'on appelle le comité, le contrôle et de vérification. Ce comité a donc travaillé, a écouté toutes les parties, notamment les jeunes et aussi l'autre groupe de jeunes et bien entendu d'autres personnes. Quelle est la décision qui avait été arrêtée? Je pense que à la rencontre de samedi dernier, il était question donc de faire le point de ce qui a été arrêté, c'est-à-dire le comité de contrôle qui a travaillé, qu'est-ce qu'on a pu avoir comme élément tangible, est-ce que c'est largement suffisant pour procéder à des sanctions. Je pense que comme la rencontre devait déboucher sur des sanctions contre ces jeunes-là, bien entendu, ces jeunes aussi qui étaient visés, leurs partisans sont mobilisés pour aller au siège du parti pour empêcher la tenue de cette rencontre. Donc un deuxième incident, malheureusement, comme on peut le dire, des gens ont été gazés à coups de gaz lacrymogènes. La rencontre quand même s'est tenue parce que la sécurité était sur les lieux. Après la rencontre, la décision qui a été arrêtée, c'est de sanctionner, suspendre ces jeunes-là pour 6 mois de toutes les instances du parti. Alors, 3 militants. Et qui sont ces 3 militants du CDP suspendus? Disons que ces 3 militants, ce sont donc Adama Tchendrebewodi, colonel, c'est lui le responsable chargé de la jeunesse au niveau du CDP. Il y a deux de ses adjoints. Il y a le deuxième adjoint chargé de la mobilisation au niveau du CDP qui s'appelle donc Juscelin Conseira. Il y a le quatrième adjoint, Abdou Karim Barian de Lota, tous du secrétariat chargé de la jeunesse du CDP. Donc c'est des gens bien connus au niveau du parti et au niveau des structures. Alors, on se demande, est-ce que Idi Komwego a-t-il un problème de gestion de son parti actuellement? C'est ça la question fondamentale, parce que vu ce qui se passe au niveau du CDP, ce n'est pas du tout honorable pour Idi Komwego en tant que président du parti. Ce n'est pas aussi honorable pour les militants du CDP qui sont, pas seulement à Ouagadougou, mais dans les villages, partout, et qui assistent à ce qui se passe. Je pense que pour un parti que je pourrais qualifier pétri d'expérience, qui a eu à gérer ce pays, ce qui se passe aujourd'hui ne donne pas un bon avenir.
Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a un problème de management qui fait que il y a des démissions, qui fait qu'il y a des bisbilles à tout moment? Rappelez-vous, ça n'a pas commencé avec ces jeunes-là. Nous avons vu les tractations qu'il y a eu avant les élections de 2020 des clans de cadres de Idi Komoïgo. Après, on est passé à Kwana contre Idi Komoïgo. Et aujourd'hui, c'est avec la jeunesse, même si ce n'est pas toute la jeunesse, hein, il faut le dire, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse du CDP est divisée. Il y a ceux qui sont restés fidèles à Idi Komoïgo. Il y a ceux-là aussi qui pensent que après avoir donc géré ce parti-là pendant un bout de temps, 6 ans maintenant, il est temps pour Idi Komoïgo de laisser la tête du parti. Alors, pourquoi? Ils ont leur raison. Parce qu'ils disent que Idi n'arrive pas à gérer. S'il y a des démissions aujourd'hui, beaucoup de cas démissionnent. Ça veut dire qu'il a un problème de management. Il n'écoute pas les gens. Il ne travaille pas de sorte à rassembler, mais plutôt à diviser. Donc, beaucoup de cadres du parti ont donc décidé de quitter officiellement. D'autres y sont toujours, mais ils ne sont plus vraiment en phase avec ce qui se passe. Donc, cela pose effectivement cette question-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est Idi Komoïgo qui travaille seul? Est-ce qu'il n'a pas le sens d'écoute? Est-ce qu'il a un agenda caché? On ne saurait le dire. Ce que ces jeunes ont donc porté à la connaissance de la presse, c'est que Idi Komoïgo ne joue pas son rôle d'opposant. Un opposant qui est doux, un opposant qui secoue le gouvernement, un opposant de bureau. Ben, ce n'est pas cet opposant-là que nous voulons aujourd'hui, selon ces jeunes. Surtout la question du retour de Blaise Compaoré et de tous les exilés. Pour ces jeunes en mouvement, ils estiment que Idi Komoïgo devait prendre à bras le corps cette question du retour de Blaise Compaoré. Mais depuis un bout de temps, publiquement, il n'a jamais demandé le retour de Blaise Compaoré. C'est comme si le fait que Blaise soit en exil est favorable pour lui. Donc, ces jeunes trouvent qu'il est en accointance avec le pouvoir. Et si tel est le cas, eh bien, ça veut dire qu'il doit tirer les conséquences. Dernièrement, c'était sa présence au niveau du mémorial Thomas Sankara, qui, je peux considérer, était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que les jeunes du CDP, beaucoup d'ailleurs, n'ont pas apprécié cette démarche, parce qu'ils ont quand même un idéal, donc les deux choses ne sont pas mélangées. Alors, c'est des reproches à n'en pas finir, et je pense qu'avec ce que nous venons de voir, les sanctions ont été prises. Quelle est la suite? On attendra de voir. Quelle est la suite? Mais on se demande déjà, à la où vont les choses, est-ce que le CDP ne va pas voler en éclats? Ça, c'est une inquiétude partagée par beaucoup de gens, parce que un parti comme le CDP, qui se retrouve aujourd'hui entre le marteau et l'enclume, qui a des difficultés d'organisation, ce n'est pas facile. Il nous a été donc dit qu'il y a beaucoup de structures qui ont été mises en place au niveau du parti depuis le temps de Assimi Kwana, paix à son âme. Et jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de changement. Il y a des sections au niveau du Kadogo, par exemple, où on a 2 SG parce que Idi est arrivé, il voulait changer certains responsables. Ben, rappelez-vous, il y a beaucoup de responsables du CDP qui avaient été donc enfermés à la Mako après l'insurrection. Donc, on a trouvé des responsables pour jouer, prendre leur place. Et après la sortie de prison, ils ont voulu reprendre leur place, ce qui fait que bon, ça n'a pas été facile. Et jusqu'aujourd'hui, il y a ce problème-là qui demeure. Qu'est-ce que Idi Komoïgo doit faire? Des gens ont cette inquiétude-là, que si rien n'est fait au plus vite, le CDP risque de confronter à d'énormes difficultés, sinon voler en éclats, comme vous venez de le dire, parce que beaucoup de questions restent à régler. Des questions liées à la gestion même, des questions liées au management, des questions liées à avoir une nouvelle ambition pour un bon départ, parce que les résultats obtenus pendant les élections passées n'étaient pas à la hauteur d'un parti comme le CDP dans ces situations, dans ces circonstances. Alors, beaucoup sont inquiets.
que si rien n'est fait, le CDP risque de voler en éclats. Donc, je pense que c'est au président maintenant de savoir jouer son rôle. On sait que c'est dans un contexte comme ça que ce parti prépare aussi son congrès, puisque c'est pour bientôt. C'est pour bientôt et dans mon analyse, je pense que c'est ce qui fait que il y a cette brouille-là aujourd'hui. Bien entendu, des gens voudraient prendre la place de Idi Kombouigo. Rappelez-vous, il est arrivé à gérer 2 fois. Donc, disons qu'il a fait 2 mandats. Donc, d'abord, c'était en 2015. Après, c'était en 2018. Donc, il y a des gens qui estiment que avec ce temps passé à la tête du CDP, il est temps pour Idi Kombouigo de céder la place à quelqu'un d'autre qui peut vraiment apporter sa touche, qui peut travailler à rassembler des cadres du parti qui avaient quitté, d'autres étaient au stade d'observation, ils ne s'impliquaient plus dans les activités. Donc, d'aucuns estiment que aujourd'hui Idi Kombouigo n'est pas la bonne personne à recoller les morceaux au niveau du CDP. Ben, vrai ou faux, personne ne peut le savoir, mais toujours est-il que, comme ce sont les instances du parti qui décident pendant le congrès, on espère et on attendra de voir ce que ce congrès prévu pour novembre va donc donner. D'accord. Merci Alphonse. Deuxième sujet, on s'intéresse à l'actualité internationale. La CEDEAO a dépêché hier une délégation à Bamako pour rencontrer les autorités de la transition malienne. Alors, Alphonse, quel était le message? Oui, merci. Le message clé ici qu'il faut retenir, c'est que c'était pour se rassurer de la tenue à bonne date des élections au Mali. Parce que cette délégation conduite par le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, a été donc porteuse d'un message des chefs d'État de la CEDEAO. Et ce message a été essentiellement que les autorités maliennes rassurent que la date choisie, c'est-à-dire le mois de février 2022, sera respectée. Parce que il y a quand même des doutes qui ont fuité. Ça fait que beaucoup se demandent est-ce que cette date-là sera respectée. Donc ce message-là était de se rassurer à ce niveau. Et je pense que à la sortie de la rencontre, le président ghanéen a été très clair. Nous sommes venus, la CEDEAO reste sur sa position. Il faut respecter la date choisie pour tenir les élections. Est-ce qu'il y avait raison de douter de la tenue à bonne date de ces élections au Mali? Si, il y avait donc évidemment des raisons tangibles parce que le Premier ministre malien Choguel Maïga dernièrement a parlé aux journalistes et dans son message, il a laissé entrevoir que il est possible qu'on n'arrive pas à respecter la date du février 2022 pour des raisons indépendamment de leur volonté. Et donc, ce qui veut dire que si on veut avoir une bonne élection pour des gens de la transition, les autorités de la transition ont besoin d'un temps raisonnable pour vraiment travailler à arriver à ces élections-là. De ce fait, il faut un temps. Ce temps, c'est vrai, c'est la date qui avait été arrêtée, approuvée par la CEDEAO. Ben, s'il y a des difficultés, on dit à l'impossible, nous n'est tenu, puisque de toutes les façons, c'est des élections qui concernent les Maliens. Et si les Maliens se rendent compte que, compte tenu de ces difficultés, ben, on peut encore repousser la date. Et je pense que en ce moment, c'est aux Maliens encore de se trouver une date. C'est dans ce cadre-là que le Premier ministre a émis des inquiétudes par rapport à la date. Alors, on parle de la CEDEAO. Souvent, au regard donc de certains dires, la CEDEAO est aujourd'hui critiquée. Que vaut justement la CEDEAO aux yeux de l'opinion selon toi, Alphonse? Aujourd'hui, il faut dire que la CEDEAO a du pain sur la planche. Elle doit travailler pour recouvrer sa crédibilité parce que son image est connue aujourd'hui aux yeux de l'opinion, surtout au niveau de la jeunesse. Des gens trouvent que la CEDEAO, qui devait être cette structure qui anticipe, est aujourd'hui dans la posture de venir arranger quand c'est déjà gâté. Et ça, ce n'est pas un bon rôle que la CEDEAO doit jouer. Alors, ça fait que les gens n'ont plus confiance aujourd'hui de ce qui est arrêté comme décision. La démarche
des chefs d'État de la CEDEAO parce qu'ils trouvent que dans cette structure-là, il y a des chefs d'État qui rament à contre-courant, notamment, qui empêchent que des pays où les aspirations de la jeunesse africaine puissent aboutir. De ce fait, c'est tous les chefs d'État de la CEDEAO maintenant qui endossent cette responsabilité-là. Et aux yeux de l'opinion, surtout au niveau de la jeunesse, alors cette structure n'est plus importante si on ne travaille pas à changer un certain nombre de choses. Rappelez-vous, au début, la CEDEAO n'avait pas pour vocation de s'impliquer dans les questions politiques. C'était essentiellement sur les questions liées à l'économie de ces pays-là, de ces pays membres. Par la suite, ils se sont rendus compte qu'on ne peut pas parler d'économie si les pays ne sont pas en paix. On ne peut pas parler d'économie s'il n'y a pas une bonne perspective. On ne peut pas parler d'économie si les chefs d'État ne se mettent pas ensemble, si les pays membres de la CEDEAO n'ont pas la tranquillité. Donc ça fait qu'ils ont essayé de revoir cet aspect politique lié même à la gestion des pays, surtout les changements opérés au niveau des pays. Donc la CEDEAO a encore travaillé de sorte à ce que la situation politique qu'il y a dans chaque pays puisse être suivie de près. Donc tout changement anti-constitutionnel est dénoncé, doit être mis de côté. Ça fait qu'aujourd'hui la CEDEAO est très attentive par rapport à ce qui se passe dans les pays membres. Et donc les gens ont tendance à oublier cet aspect d'économie. Donc c'est comme si les chefs d'État aujourd'hui n'ont plus comme priorité de travailler à l'essor économique des pays membres de la CEDEAO, mais plutôt de travailler à asseoir des gens acquis à leur cause, à des gens qui pourraient donc faire l'affaire de la CEDEAO, mais pas celle de la population. Oui. D'où cette inquiétude, cette image qui ne cesse de s'écorner, cette image-là qu'il faut vraiment travailler à ce qu'elle puisse retrouver son lustre d'antan. Une CEDEAO qu'on voit moins lorsque un président africain, par exemple, parle de troisième mandat, parle de modification, on voit moins cette CEDEAO. Mais lorsqu'il y a un coup d'État qui intervient, tout de suite, les médiations commencent. Et c'est un peu le même schéma. Et c'est un peu le même chemin, c'est la routine. Oui. Il faut dire que hier à l'aéroport de Bamako, pendant que la délégation arrivait, il y a des gens qui sont sortis, des Maliens, avec des pancartes où on pouvait lire « Nous voulons 3 ans de transition ». Nous voulons 3 ans de transition, c'est aux Maliens de décider. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est la volonté du peuple malien qu'il faut respecter. C'est vrai. La CEDEAO voudrait bien accompagner les autorités de la transition malienne. De ce fait, elle a aussi comme préalable qui est le respect de la date choisie pour tenir ces élections-là. La CEDEAO a besoin d'être rassurée par rapport à un certain nombre de questions. Alors, est-ce que dans ce cas de figure, les autorités de la transition malienne vont écouter la population qui demande 3 ans, même si ce n'est pas toute la population, mais c'est quand même des leaders d'OSI mobilisés, des populations mobilisées, déjà qui expriment leurs besoins? Ou bien est-ce qu'il faut écouter ceux qui demandent effectivement que la transition aille jusqu'à 3 ans? Le Guinée a été malien, ils n'ont pas, jusqu'à présent, n'ont pas encore arrêté une date pour tenir les élections parce que ils ont comme priorité d'autres choses, de procéder à des audits, de travailler à apporter des réformes approfondies. Et vous allez remarquer que généralement, c'est sous les régimes de transition que beaucoup de choses peuvent être faites, peuvent être réalisées. Ce qui veut dire que pendant la transition, parce que le président qui est là, il est là pour un bout de temps, il travaille à réorganiser les choses. Donc, les Maliens aujourd'hui s'attellent à une bonne réorganisation, qu'elle soit au niveau de l'administration, à la gestion de la chose publique. Et ça fait qu'ils ont vraiment le soutien de beaucoup de gens, de presque tous les leaders qui sont au Mali, leaders d'opinion, accompagnent ce qui a été tracé comme chemin et ce qui est donc exécuté en ce moment par l'homme fort de Bamako, Assimi Goïta. Merci bien Alphonse. Et puis voilà, tu restes avec nous, nous allons faire le tour de quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. La société
IP+, vous offre la météo des affaires. Météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Et pour la suite de cette émission, vous le savez, chaque jour, nous avons un invité du jour qui nous vient donc de différents domaines. Aujourd'hui, nous parlons de développement personnel avec un coach qui est sur le plateau. On rencontre notre coach. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Alex Balogan. Il est coach en développement personnel et directeur général de DMS, Digital Marketing School. Bonjour à vous. Bonjour. Et bienvenue. Merci. D'accord. J'espère que je n'ai pas mal prononcé votre nom de famille. Pas encore. Pas encore, d'accord. Alors, coach en développement personnel, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans le coaching en développement personnel? Pour moi, je pense que c'est déjà le partage de ce que j'ai découvert. Parce qu'en 2001, 2002, 2003, pendant 4 ans, j'étais dans les rues. Oui, je dormais dans les rues, je travaillais dans les rues. J'étais comme un garçon de rue. Et à part ça, je travaillais dans les toilettes publiques, où je vivais aussi. Et de la toilette publique, je suis devenu orateur public. Et alors, je partage mes découvertes avec les gens, ce qui m'a aidé à quitter l'étape où j'étais et à devenir qui je suis aujourd'hui. Je pense que je peux le partager avec les gens parce qu'on dit le succès, c'est comme un coffre-fort. Oui, lorsque vous avez le code, vous pouvez l'ouvrir. Donc, si je peux partager les mêmes principes que j'ai appliqués, je pense que n'importe qui peut reproduire le même résultat. Donc, c'est ce qui m'a conduit dans le coaching. Avant, je ne savais même pas ce que ça avait le nom coach. Oui, parce que pour moi, c'était juste d'aider
Et j'avais commencé avec les jeunes. Je faisais des conférences chaque semaine avec les jeunes sur le développement personnel. Je parlais du fait qu'on peut tous réussir si vous connaissez les principes. Nous avons du potentiel. On dit souvent que le cimetière est l'endroit le plus riche parce qu'il y a des talents qui sont enterrés, il y a des musiques qui n'ont jamais été chantées, des livres qui n'ont jamais été rédigés, il y a des écoles qui n'ont jamais été créées parce que les gens sont enterrés avec le potentiel. Et moi, ma raison d'existence, c'est d'aider les gens à libérer le maximum de leur potentiel, leur permet de développer ce qu'ils ont en eux et de contribuer à l'évolution de l'humanité. Le développement personnel. Ouais. On entend tellement parler de développement personnel ces temps-ci. Ouais. On se demande qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est amener l'être humain à réussir? C'est quoi le développement personnel? Merci. Le développement personnel, pour moi, c'est accompagner quelqu'un ou apporter des solutions à une personne qui lui permet de se découvrir d'abord. On ne peut pas réussir sans se découvrir parce qu'il faut se connaître. Il faut savoir qui on est, d'où on vient, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire, quelles sont mes compétences, quels sont mes talents, quelles sont mes passions, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi. Parce que je suis ici en mission. Sur cette terre, j'ai une mission accomplie et cette mission d'abord consiste à sortir ce qui est en moi et contribuer à l'évolution de l'humanité et à l'évolution de la planète Terre. Et alors, le développement personnel, c'est permet à la personne de découvrir ce qu'il a apporté sur la Terre et de contribuer cela à l'humanité et d'aider les gens à évoluer. Donc, j'ai une passion pour peut-être la musique, je sais chanter. Alors, j'utilise mon message et mon talent pour aider les gens, peut-être dans l'éducation, dans la sensibilisation. J'ai un talent qui me permet de fabriquer quelque chose. Je fabrique un produit qui permet aux gens d'alléger la vie, qui permet aux gens de faciliter certaines choses. Donc, le développement personnel, pour moi, c'est de se découvrir. C'est savoir ce qu'on aime faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut contribuer pour aider les gens à réussir. Donc, et à part ça aussi, on parle du développement du potentiel. Parce que nous avons du potentiel que nous y aurons. Une autre chose aussi, c'est que, comme on le dit souvent, c'est votre première fois sur Terre. Même si votre nom, même si on vous a dit que vous êtes un revenant, c'est votre première fois. Vous n'êtes jamais venu ici. Et alors, il faut que quelqu'un vous montre le chemin. Il faut que quelqu'un vous dise voilà comment ça se fait. Voilà, parce qu'on ne peut pas aller à l'école aussi sans enseignant, sans professeur. De la même manière, on a besoin de coachs pour nous guider, pour nous montrer le chemin, pour nous permettre de savoir voilà ce qui te retarde, voilà ce qui t'empêche. Parce que des fois, ce qui nous empêche n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Et le développement personnel vise qui? Merci. Tout le monde, tous ceux qui ont un désir de réussir, qui ont soif du succès, ont besoin du développement personnel. Tous ceux, parce que autant que nous sommes ici, nous avons quelque chose en nous et en plus nous devons atteindre une destination, nous devons atteindre certains objectifs, mais il arrive à des moi-même j'ai besoin de développement personnel, j'ai des coachs qui me coachent, j'ai des mentors, j'ai des personnes qui me montrent le chemin et alors toute personne qui a le désir de réussir a besoin du développement personnel. Toute personne qui a le désir, la soif d'évoluer dans la vie a besoin du développement personnel. Alors à vous écouter plus haut, c'est comme si vous vous êtes inspiré un peu de votre vécu pour coacher les gens, pour justement les amener à sortir le meilleur d'eux-mêmes. Merci. Alors, si ça ne vous dérange pas, je souhaiterais quand même qu'on parle un peu plus de vous. Vous avez dit que vous avez vécu dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez laissé peut-être les études plus tôt? Des situations vous ont contraint à vous retrouver dans la rue? Quel a été votre vécu un peu? Merci. En 2001, où je suis nigérien de nationalité, je suis anglophone et je suis arrivé au Bénin avec mon père était au Bénin et alors en 2001 j'étais au bac et puis ça n'a pas marché et mon père dit qu'il voulait que je voyage, que j'aille en Allemagne. Donc on a commencé à préparer les papiers pour que j'aille en Allemagne. Je pense que j'avais 19 ans environ. Et on a préparé tous les papiers et rien n'a marché. Mon père a dépensé de l'argent. Et après il dit, je pense que tu as pris ta part d'héritage chez moi. Parce que j'ai dépensé des millions et puis ça n'a pas marché, sors de chez moi. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans la rue de Cotonou au Bénin. Et je dormais dans la rue. Je ne comprenais même pas encore le français ni la langue locale. Je comprenais juste l'anglais et la langue maternelle. Et je devais survivre. Donc je dormais dans les carrefours, je fouillais dans les poubelles pour manger. Et ce qui m'a aidé,
c'est quand j'ai commencé à travailler dans la toilette publique et que je rencontre certaines personnes et que je découvre que c'est cette étape de ma vie. Dans les toilettes publiques en tant que quoi? En tant que Nettoyeur. nettoyeur. En tant que nettoyeur. Donc je découvre que cette étape de ma vie n'est qu'un passage. Et alors, je peux décider de changer ma vie si je le veux. Donc, j'ai commencé à lire les livres. Et j'ai commencé à acheter beaucoup de livres et à lire pendant que j'étais dans les toilettes publiques et je travaillais. Donc, à l'heure de pause, je m'assieds et puis je commence par lire. Et j'ai découvert ce que je pouvais offrir aussi aux autres. J'ai la passion de parler, j'ai la communication facile. Je pouvais même comprendre le français. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des livres de CI que j'ai commencé à lire pour comprendre le français. J'ai échangé beaucoup avec les enfants pour améliorer mon français. Donc, mon parcours a commencé à partir de cet instant-là. Jusqu'à j'ai découvert que je peux aussi faire le théâtre. Et alors, je suis parti à ISMA, j'ai fait la réalisation en cinéma. J'ai payé mes propres frais de scolarité. C'est pour ça que je dis aux jeunes aujourd'hui, la seule personne capable de vous arrêter, c'est vous-même. Donc, voilà un peu en résumé. Vous payez vos frais de scolarité en cinéma, vous faites des cours de cinéma et ensuite vous venez au Burkina Faso? Oui, je suis venu au Burkina Faso l'année passée pour lancer nos activités, nos différentes entreprises ici au Burkina. Wow. C'est un parcours inspirant. Ah oui, merci. Alors, quand on parle aussi de développement personnel, on ne peut pas ne pas parler de travail. Parce que quoi qu'on dise, peut-être que la finition ou encore, c'est quand même amener les gens aussi à pouvoir s'en sortir financièrement. Alors, aujourd'hui, on a une jeunesse burkinabé qui est confrontée au problème du chômage. Et pour résoudre un peu ce problème du chômage, très souvent, les coachs conseillent l'entrepreneuriat. Quelle est votre position? Je pense que l'entrepreneuriat n'est qu'un facteur. Il y a plusieurs facteurs où il y a plusieurs solutions. L'entrepreneuriat est une solution, bien sûr. Il faut entreprendre. Mais je dirais d'abord à la jeunesse, la première chose à faire, c'est d'être une personne de valeur. Développez-vous, ayez des compétences, ayez quelque chose à offrir à la société. Moi, je pense qu'il y a du travail. Je suis consultant en gestion d'entreprise et je recrute pour des entreprises depuis des années. Et j'ai souvent des jeunes en face de moi qui n'ont rien à offrir à une société, qui n'ont pas vraiment de compétences. Je suis allé à l'école, très bien, mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu sais faire? Oui, la comptabilité, tu la maîtrises? Le secrétariat, tu la maîtrises. L'informatique, tu la maîtrises. Quelle est la solution que tu peux apporter à une entreprise? Il y a deux jeunes qui ont fini l'université. Je pense que ça s'est passé aux États-Unis. Ils ont fini l'université et puis il n'y a pas de travail. Il y a un qui a cherché, il est fatigué, puis il est resté à la maison. Il est resté avec ses amis chômeurs. Le second, il allait dans une entreprise, il dit j'ai pas de travail, donc je viens vers vous, je veux apprendre. On dit ne nous demande pas de l'argent à la fin du mois. Il dit non, ne vous inquiétez pas, je veux juste apprendre, je veux vous servir, je veux travailler avec vous. Donc le matin, il est le premier à venir. Dans la soirée, il est la dernière personne à partir. Pendant des mois, ce jeune homme a continué comme ça. Un jour, un des directeurs de l'entreprise a démissionné et il fallait le remplacer. Ils ont choisi ce jeune homme pour le remplacer. Si un jeune se lève et il va dans une entreprise, si vous avez une entreprise, un jeune vient vers vous, il dit je veux apprendre, je vais vous servir, je vais contribuer à votre vision, à votre entreprise. Ne vous inquiétez pas par rapport à l'argent. Et qu'il se donne tous les jours. À la fin du mois, vous serez gêné de ne pas lui donner quelque chose. Vous aurez envie de lui quand même apprécier ses efforts. Mais restez à la maison et dites qu'il y a chômage, il y a un problème. Vous avez postulé dans combien d'entreprises? 2, 10, 20, 30? Vous avez quelle est la compétence d'abord que vous avez à offrir maintenant? Parce qu'on peut trouver, des fois, l'entrepreneuriat peut sembler comme, oui, c'est juste, c'est une façon de sortir de sa galère. Non, pas du tout. L'entrepreneuriat ne doit pas commencer si vous n'avez pas d'abord travaillé dans une entreprise. Il faut avoir une expérience professionnelle avant d'entreprendre. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Il faut savoir comment ça marche ailleurs. Parce que si vous entreprenez sans d'abord l'expérience dans une autre entreprise pour comprendre comment ça marche ailleurs, vous aurez des problèmes. Et vous pourrez commencer, ne jamais terminer. Moi, j'ai été agent d'entretien dans une école.
Aujourd'hui, je suis consultant pour des centaines d'écoles. J'ai travaillé avec plus de 100 écoles dans plusieurs pays de l'Afrique. Mais j'ai été agent d'entretien dans une école. J'ai été enseignant. J'ai été consultant. J'ai travaillé j'ai servi. J'ai appris comment une école marche avant de pouvoir maintenant apporter cela à ceux qui ont des écoles. Comme quoi il faut travailler pour quelqu'un avant de pouvoir. C'est très important, c'est indispensable. C'est indispensable. Il faut être loyal, il faut être fidèle, il faut travailler pour quelqu'un d'abord, savoir comment ça marche, apprendre les principes et maintenant quand vous créez pour vous, vous avez de l'expérience. Vous n'avez pas besoin d'apprendre encore. Oui. Alors ce qu'on remarque justement, c'est l'argent, c'est vraiment le nerf de la guerre. On sait que quand les jeunes partent tout de suite ou sortent tout de suite avec les diplômes, ils veulent tout de suite aussi réussir, avoir de l'argent, en tout cas et se mettre à l'aise, comme on le dit. Donc, aller travailler aujourd'hui pour une entreprise sans forcément percevoir quelque chose, bon, les jeunes ne cautionnent pas ça. Ou sinon, faire des mois de stage sans rien avoir du tout, c'est pas évident. Est-ce que c'est pas ça aussi qui bloque souvent nos jeunes, notamment, je parle de sous-notions au Burkina ou en Afrique, qui bloquent nos jeunes aussi. Oui, vous avez parfaitement raison parce qu'on pense que maintenant j'ai fait mes études, il faut que je gagne de l'argent. C'est ça, parce que j'ai fait comme on va dire, plus de 20 ans à l'école, maintenant il faut que je gagne de l'argent. Non, tu as besoin de gagner de l'expérience. Tu as besoin de gagner en compétences. Je te prends un exemple. Tu es jeune, tu as fini l'université, tu as fait de la comptabilité. On te demande, soit tu es un comptable pour une école, tu as 75 000 francs le mois, ou tu travailles en tant qu'assistant personnel d'un expert comptable. Il ne va pas te payer, mais tu travailles pendant 1 an. Tu vas choisir quoi? Être comptable dans une école et gagner 75 000 francs ou être assistant personnel d'un expert comptable et pouvoir gagner peut-être des millions en 2 ans. Donc l'expérience et la compétence, l'argent ne peut pas acheter. C'est important que le jeune sache qu'il doit d'abord aller à gagner de la compétence et de l'expérience. Et les autres vont payer cher pour ça. Maintenant, moi, j'ai été agent d'entretien dans une école. J'ai vu comment une école marche. Et aujourd'hui, je peux offrir ça à des millions de CFA pour la même expérience que j'ai gagnée ailleurs. En prenant combien par mois. Donc, c'est important de comprendre que je sacrifie aujourd'hui pour gagner demain. D'accord. Alors, ce qu'on constate aussi, vous êtes coach en développement personnel. Maintenant, on va parler de votre univers. On assiste à une floraison donc de coachs sur les réseaux sociaux et un peu partout autour de nous. On entend parler de coach en développement personnel, coach en ceci ou cela. C'est vraiment assez. On se demande comment distinguer le vrai du faux, comment reconnaître le vrai coach. Est-ce que quelque part aussi, avec tout ça, on ne va pas se retrouver avec des faux coachs qui vont justement partager peut-être de mauvaises influences à la population? Aujourd'hui, l'information auquel nous avons accès facilement est un avantage et aussi a des inconvénients. Oui, et le fait qu'aujourd'hui je peux aller sur YouTube, télécharger des vidéos, je peux aller sur Facebook, recevoir plein de choses, je peux télécharger des documents. C'est un avantage, un grand avantage, mais en même temps, ça vient avec ses inconvénients. Et est-ce qu'il y a des faux coachs? Beaucoup. Est-ce qu'il y a des coachs qui sont réels? Beaucoup. Comment est-ce que j'arrive à distinguer? La première chose, c'est le parcours. Quel est le parcours de celui qui te parle? Qu'est-ce qu'il a vécu? Comment est-ce qu'il a eu à faire la transition de là où il était, de là où il est aujourd'hui? Quelqu'un a dit une fois, T.D. Jakes, l'un des plus grands orateurs aux États-Unis, dit « Ne me raconte pas ce que tu as lu dans un livre. Dis-moi comment tu es sorti de la fosse. Là, donne-moi les différentes étapes. Quels sont les principes? Comment est-ce que j'applique ce que tu as appliqué? Donc, je pense que la première chose, c'est le parcours de la personne. Qu'est-ce qu'il a vécu? Et comment est-ce qu'il est sorti de cela? Si les mêmes principes qui l'ont aidé à sortir, et qu'il est devenu un succès, s'il peut partager avec vous, oui, excellent. Donc, c'est déjà la première chose. Maintenant, une deuxième chose aussi, c'est de savoir que l'une des meilleures stratégies pour savoir, ou l'un des meilleurs principes pour savoir qui est réel, qui est faux, c'est de faire de ses propres recherches. Parce que quand vous faites vos propres recherches et vous avez une certaine maturité, personne ne peut vous malmener. Parce que c'est un problème d'immaturité au fait. Si vous avez la maturité intellectuelle, on ne peut pas vous malmener. Vous faites votre propre recherche. Vous avez accès aussi à l'information. Vous avez accès aussi à ces bibliothèques. Achetez des livres, achetez des documents,
Suivez des formations de qualité. Moi, je ne suis pas là par erreur, je ne suis pas là par hasard. J'investis en moi. C'est le meilleur investissement qui existe. Merci. Et pour devenir justement coach, Oui. c'est vrai, vous avez parlé de l'expérience personnelle Ouais. qui peut inspirer ou qui peut motiver, qui peut encore vous aider à réaliser votre mission de coach. Mais après, qu'est-ce qu'il faut ajouter à ça? Je pense que la première chose, c'est une mission. Être un coach, c'est un appel. C'est pas une profession. Ça peut devenir une profession, mais c'est d'abord une mission. Une mission qui est basée sur l'amour. L'amour d'aider les gens. L'amour de voir les autres transformés. Moi, j'ai commencé par le social. J'ai l'amour de voir les gens être transformés. L'amour de voir les gens réussir dans leur vie, de connaître du progrès. Je dis souvent, je suis pas coach, je suis un stratège de progrès. J'aide les gens à connaître du progrès remarquable dans leur vie et dans leurs entreprises. Donc, c'est déjà ça. Est-ce que la personne qui vous parle vous aime? Ou bien c'est votre argent et veut? Celui qui est concentré sur l'argent, sûrement qu'il est venu dans le coaching à cause de l'argent. Mais celui qui est passionné de voir les autres réussir, de voir les autres connaître du progrès dans la vie, c'est un vrai coach. Parce qu'il vous aime et il aime votre vie. C'est comme un médecin. Un médecin a affaire avec votre santé, mais le coach a affaire avec votre vie. Donc, une mauvaise information, vous détruisez la vie des gens. Et alors, il faut que ce soit basé sur l'amour d'aider les gens à réussir. Donc, je pense que c'est la première chose. Maintenant, la seconde chose, c'est, vous avez eu à vécu des choses. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez les transformer en leçons pour les autres? Les Brown, l'un des plus grands orateurs américains, le dit. How do you convert your experience to lessons? Comment vous allez convertir, transformer vos propres expériences, vos propres histoires aux leçons pour les autres, pour leur évolution dans la vie. Et la troisième chose, c'est la formation. Il faut se faire former. On ne peut pas se lever et se déclarer coach. Il faut suivre des formations, que ce soit ici ou à l'extérieur. Il faut suivre, même en ligne, on peut suivre des formations. Et la quatrième chose, il faut suivre un coach. Oui, il faut suivre un vrai coach pour qui va t'aider à dire, voilà comment ça se passe, voilà comment ça se passe. Quelqu'un doit te guider, quelqu'un doit te montrer le chemin et quelqu'un surtout doit te corriger. Alors, coach, on va parler maintenant de votre entreprise puisque vous êtes directeur général de Digital Marketing School. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise? Merci. Digital Marketing School est un centre de formation en marketing digital qui apporte des solutions digitales pour, les commerçants, les entrepreneurs. Et surtout, nous faisons des formations dans le métier, dans les métiers du digital, qu'on appelle les métiers du web, aux jeunes. Nous permettons aux jeunes d'embrasser ce nouveau métier qui s'impose déjà sur le marché. D'accord. Et quand on parle justement de marketing digital, en termes simples, comment vous pouvez nous expliquer ou nous définir ça? Aujourd'hui, vous avez 65 000 recherches sur Google par seconde. Chaque seconde, 65 000 recherches. Et vous avez 6 milliards de recherches par jour sur Google. Ça veut dire quoi? Les gens ne font plus de rue en rue pour chercher quelque chose. Ils le cherchent sur les réseaux sociaux ou sur Google. Sur le web de façon générale. Alors, si les recherches sont effectuées sur le web, ça veut dire quoi? Je vais acheter une montre, je vais là-bas. Je vais acheter un portable, je vais là-bas. Je vais sur Google ou bien sur Facebook pour aller chercher ces choses. Alors, il faut que je sois là. Il faut que l'entrepreneur, il faut que le commerçant qui a son produit soit sur les réseaux sociaux. Donc, vous ne pouvez plus compter sur votre boutique physique. Oui. Combien de personnes fréquentent une boutique physique aujourd'hui? Les gens préfèrent l'achat en ligne. Alors, en tant qu'entrepreneur ou commerçant, je dois même mes produits là-bas. Maintenant, où est-ce que les jeunes viennent en jeu? Le jeune doit comprendre que les entrepreneurs et les commerçants ont besoin de ceux qui ont les compétences digitales, ceux qui savent comment être référencés, comment Facebook marche, comment Instagram marche. Ils ont besoin de ces personnes pour offrir leurs compétences. Donc, voilà un peu le marketing digital. C'est la vente numérique, la vente sur les réseaux sociaux, la vente en ligne. D'accord. Maintenant, au sein de votre entreprise, quelles sont les activités que vous organisez régulièrement? Oui, nous avons des formations, par exemple, nous avons une masterclass aujourd'hui même, par exemple, nous avons une masterclass aujourd'hui à 10h sur les opportunités et l'enjeu du marketing digital. Quelles sont les différentes opportunités que cela nous offre? Et à part ça, nous avons une formation aussi en community management de 3 mois, 6 mois et 1 an. Nous avons une formation en graphisme professionnel. C'est la réalisation des visuels. Aujourd'hui, la communication est devenue visuelle. Vous tournez sur WhatsApp, sur Facebook, vous voyez que des images, que des visuels.
Donc nous faisons ces genres de formations. La création de sites web, nous faisons aussi ces formations-là. Et pour ce masterclass, la participation est gratuite? Oui, elle est gratuite. La masterclass d'aujourd'hui, elle est gratuite. Elle est gratuite. Alors, on se demande maintenant, votre entreprise, pour peut-être bénéficier de vos formations, vous faites souvent des formations gratuites et des formations payantes? Exactement. Nous avons des formations gratuites et les formations payantes. Nous faisons aussi la prestation de services. Quelqu'un qui a son entreprise et qui, par exemple, veut digitaliser ou veut mettre ça sur les réseaux sociaux, nous les accompagnons aussi à faire cela. Ouais. Alors, pour finir, nous allons parler de vos écrits. Merci. Les pilules, disons pilules du succès, volume 1. Ouais. Ça, c'est celui-là. Ouais. Et puis, les pilules du succès, volume 2. Ouais. Vous dites que vous en avez jusqu'à combien de pilules? J'ai écrit 7 livres déjà. 7 livres. Ouais. D'accord, ça, ce sont les pilules du succès. Exactement. Quel est le contenu de ces livres? C'est le développement personnel. Okay. Oui, c'est comme vous voyez là, c'est écrit que c'est contre l'échec et la stagnation. Oui, ce sont les pilules que vous prenez, ce sont les différents principes de la vie que vous prenez pour pouvoir réussir dans la vie. Donc, on parle un peu par exemple de la mentalité. On dit souvent que notre état dans la vie n'est que le résultat de notre état intérieur. Si l'état extérieur ne nous plaît pas, il faut changer l'état intérieur. Et dans le livre, j'ai développé comment changer son état intérieur. La plupart de nous sommes des robots. Nous sommes juste des robots. Ça veut dire quoi? Nous sommes programmés. Ce que nous faisons aujourd'hui n'est que le résultat de ce qui a été programmé en nous quand nous étions petits, quand nous étions jeunes. Donc ce que vous faites aujourd'hui, c'est parce que vous l'avez vu ailleurs, vous avez entendu parler. Alors il faut vous reprogrammer pour changer le résultat. D'accord. Donc il faut tout simplement lire les pilules du succès 1, pilules du succès 2, et puis bien sûr vos autres écrits pour justement apprendre un peu plus sur le développement personnel. Alors, pour finir, quand on discutait et on préparait cette émission, vous avez dit que vous aidez les entreprises donc à devenir incontournables sur leur marché, et puis vous aidez l'individu aussi, la personne à se connaître et justement à pouvoir s'imposer. Ouais. Comment vous procédez? Oui. C'est comme des séances de coaching. Je suis invité des fois à animer des conférences, des grandes conférences où j'adresse un public par rapport à un sujet donné avec des différentes stratégies étape par étape sur comment se découvrir et surtout comment réussir dans la vie. Ces principes-là ne sont pas cachés, c'est ouvert. Mais juste qu'on a souvent la paresse d'aller les chercher. Donc nous avons consacré notre vie à la découverte de ces principes et nous pouvons les transmettre aux autres. En ce qui concerne l'entrepreneuriat, une entreprise est comme un être humain qui a des organismes, qui a des différentes parties. Et lorsque ces différentes parties fonctionnent correctement, l'entreprise évolue. Quand on dit la croissance d'entreprise, c'est un mythe. Il n'y a rien comme la croissance d'une entreprise. Il faut juste que l'entreprise, il faut que les différentes parties de l'entreprise fonctionnent normalement. Elle va grandir, elle va évoluer. Je pense qu'une entreprise créée ici au Burkina peut être aussi comme Facebook, peut être aussi comme Google, peut être aussi comme Samsung, peut être aussi comme iPhone. Mais il faut connaître les principes. Comment est-ce que Samsung est arrivé à ce niveau? Comment est-ce que Apple est arrivé à ce niveau? Ils ont appliqué des principes que nous communiquons avec les autres. Merci bien. Merci beaucoup. Notre temps d'entretien est terminé. Échange très intéressant avec M. Alex Balogan. Il est coach en développement personnel. Il faut rappeler qu'il est le directeur général de Digital Marketing School. Merci et puis on aura d'autres occasions. Merci. C'est fini pour l'entretien de ce jour. Et pour accompagner notre invité, nous allons vous proposer une balade musicale. Ça me fera beaucoup plaisir, ça vaut mieux que de se tirailler. Moi je n'ai qu'une seule idée, si on dansait tous le picouti, on briserait les frontières, c'est qui signifie qu'on est unis. Mais il n'est pas le temps pour les fainéants, ceux qui refusent de bataille pour l'avancée du continent. Moi je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour les corrompus, ceux qui vendent nos rêves et qui ralentissent le continent. Il faut aider du pinot des masses, ça m'a la tête, ma mère. Dans le travail que nous on vit, si on accepte de s'épauler, l'Afrique avancera et changera pour du bon. Mamia, yo,
misère pour danser le warba. Ça me fera beaucoup plaisir, ça vaut mieux que de se tirailler. Moi je n'ai qu'une seule idée, si on dansait tous le picouti, on briserait les frontières, ce qui signifie qu'on est unis. Mais il n'est pas le temps pour les fainéants, ceux qui refusent de bataille pour l'avancée du continent. Moi je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour les corrompus, ceux qui vendent nos rêves et qui ralentissent le continent. Yawam soko Afrika modron bombange si asomne tondo bala l'armontare yeweler da gombe la ligi saba upelo sata zambo Afrika ma tonya pera yekiye itomo come se tu tanto la quiere un tumpi comme c'est un tumpi bassin un tumpi zasse kaniramba yele tabura pasolera avec des sols riches les hommes intelligents devraient avoir une meilleure vie. Africa, people, unite forever. If you want autonomy, we must work together. Adamia, c'est mon cri de cœur. Pour le bien de ma patrie, mon peuple et mon continent. Si les enfants de l'Afrique s'unissent pour danser le mala, ça ne ferait que nous unir, puisque nous parlons le même langage. Si le minerai de l'Afrique s'utilisait à bon escient, on ne serait pas du tout pauvre, on serait jamais autant malade. Il n'est pas le temps pour les fainéants, ceux qui refusent de bataille pour l'avancée du continent. Moi je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour les corrompus, ceux qui vendent nos rêves et qui ralentissent le continent. Mais il n'est pas le temps pour les fainéants, ceux qui refusent de bataille pour l'avancée du continent. Moi je n'ai pas le temps, j'ai pas le temps pour les corrompus, ceux qui vendent nos rêves et qui ralentissent le continent. À présent, nous recevons des annonceurs sur ce plateau et nous sommes avec M. Frédéric Donald Sawadgo. Il est chargé de communication de Mira Élevage. Bonjour à vous, M. Sawadgo. Bonjour à vous et bonjour à tous les téléspectateurs. Bienvenue à nouveau sur le plateau de Bonjour le Faso. Nous parlons des différentes formations qu'offre Mira Élevage. Mais avant de commencer, rappelez-nous donc c'est quoi Mira Élevage? Donc, avant de commencer, je dirais que Mira Élevage, c'est une structure qui donne des formations professionnelles en ce qui concerne la fabrication de la couveuse et l'élevage. Aujourd'hui, Mira Élevage donne des formations professionnelles, comme je l'ai dit, passées sur les techniques modernes d'élevage. Ça, c'est un. Et encore la fabrication de la couveuse et bien entendu, la couveuse bien adaptée à notre climat. D'accord. Et puis maintenant, on va parler des formations de Mira Élevage. Quand on parle de Mira Élevage, bien sûr, tout de suite, les gens pensent à l'élevage et c'est normal. Maintenant, vous avez une formation de 2 jours, une formation à venir d'ailleurs. Oui, nous avons une formation à venir, une formation de 2 jours. Ça, c'est pour permettre vraiment à tous ceux-là qui veulent entreprendre dans le domaine de l'élevage, ou soit faire leur élevage à la maison, ou ceux qui avaient vraiment déjà un pied dans l'élevage, mais que ça ne marche pas parce qu'ils ont certaines choses qui les échappent. Ça, c'est une formation de 2 jours sur les techniques modernes d'élevage. Comment il faut élever la volaille. Quand on va parler de la volaille, on va parler des poulets, les poulets de chair, les poulets locaux et les poules pondeuses. Nous allons parler de la construction des bâtiments, nous allons parler de la fabrication de l'aliment de volaille et en plus nous allons vous montrer comment il faut fabriquer les couveuses artisanales, les couveuses bien adaptées à notre climat qui est la marque de Mira Élevage en ce qui concerne la couveuse. On se demande si en 2 jours on peut apprendre à élever et réussir. En 2 jours, à cette question... Je vous dirais tout simplement qu'en 2 jours, vous pouvez apprendre comment est-ce qu'on appelle l'élevage moderne de la volaille. Et en tout cas tirer profit parce que nous avons des retours. Des gens qui se sont formés en 2 jours, qui sont allés même aujourd'hui, qui ont leurs ateliers de fabrication de couveuses. Des gens qui se sont formés en 2 jours, qui ont aujourd'hui des fermes sur lesquelles vous allez partir et avoir vraiment des milliers et des milliers de poules. Et pour ce mois, c'est quelle date pour les formations de 2 jours? La formation prochaine de 2 jours, c'est les 30 et les 31 octobre. À Mira Élevage, à Karbala.
30 et 31 octobre, Mira Élevage à Karpala. Mais il n'y a pas que les formations de 2 jours, parce que vous avez aussi d'autres formations pour ceux qui veulent rester encore plus longtemps. Oui, nous avons d'autres formations en dehors des formations de 2 jours. Nous avons une formation de 1 mois, ça c'est entrepreneuriat avicole. Entrepreneuriat avicole, c'est quoi? Entrepreneuriat avicole, on nous apprend l'élevage moderne de la volaille, ça c'est 1. On vous apprend en plus de cela la fabrication de la couveuse. En plus de cela, nous allons vous apprendre le marketing digital. Comment est-ce que créer des affiches à travers votre téléphone, votre ordinateur. Nous allons vous apprendre aussi l'entrepreneuriat, le développement personnel, les techniques de vente de produits avicoles. La formation de 1 mois, je vais vous préciser quelque chose. Si nous allons prendre l'exemple de M. Kadri Sawadougou, le PDG de Mira Élevage, il est ingénieur en génie civil, mais il a une grande structure dans le domaine de l'élevage. Alors c'est une technicité qu'il faut avoir. Et c'est cette technicité-là que nous apprenons à ceux-là qui se font former en 1 mois. Il ne suffit pas seulement de forcément avoir une formation, peut-être d'être, comment je dirais, peut-être un agent de santé animale, mais non, vous pouvez être même quelqu'un qui n'a peut-être pas une formation qui a un rapport avec l'élevage, comme M. Kadri, et avoir une entreprise qui œuvre dans le domaine de l'élevage, et vraiment, ça va profiter à toute la population. Alors, les formations de 1 mois, je suis témoin parce que moi-même, j'ai fait 7 formations, et après la formation, moi, je suis sorti formateur en fabrication de couveuses. Et aujourd'hui, je donne des cours en fabrication de couveuses à des milliers de personnes. Ok, on va aller un peu rapidement parce que le temps risque de nous faire défaut. Donc, il y a la formation de 1 mois, il y a une autre formation de 2 ans également. Oui, nous avons une autre formation de 2 ans, mais avant d'arriver à la formation de 2 ans, nous avons une formation de 3 mois. Ça, c'est pour apprendre vraiment à tous ceux-là qui veulent entreprendre dans le secteur, tout ce qui est élevage. Il y a une autre formation d'1 an. Ça, c'est entrepreneuriat en élevage général, en passant par l'élevage de la volaille, l'élevage des petits et gros ruminants, l'agriculture y est intégrée, en passant par la pisciculture, en passant encore par l'apiculture, aujourd'hui quelque chose qui n'est pas développé. Comment est-ce qu'il faut produire du miel naturel? Ça, c'est dans la formation de 1 an. Nous avons une autre formation de 2 ans. Ça, c'est pour des agents de santé animale. Niveau BEPC, vous vous faites inscrit à CIFEA, ça c'est une autre branche de Mira Élevage. Vous faites inscrit avec le BEPC, vous sortez agent technique d'élevage. Vous faites inscrit avec le niveau bac, vous sortez technicien supérieur d'élevage en 2 ans. Une année de formation en continu et une année d'incubation. L'incubation, c'est quoi? C'est pour vous permettre de mûrir votre idée d'entreprise, et à la sortie de la formation de 2 ans en tant qu'agent de santé animale, d'avoir déjà votre entreprise implantée et au minimum un employé. D'accord. Alors, on va rappeler les conditions pour chaque formation, les conditions de participation. Qu'est-ce qu'on doit débourser comme somme? Ce qu'on doit débourser comme somme pour la formation de 2 jours, nous allons commencer par là, c'est 35 000 francs, vous donnant droit après la formation à une attestation, à des poussins pour mettre en pratique l'élevage de volailles et à un stage pratique qui peut aller sur 1 mois à Mira Élevage pour la fabrication de couveuses. Pour la formation de 1 mois, ça c'est 110 000 francs externat et 160 000 francs internat. Et pour cette formation, à compter de la formation d'1 mois jusqu'à la formation de 2 ans, dès que vous finissez la formation, vous êtes en même temps un partenaire de Mira Élevage. C'est-à-dire que vous allez travailler en partenariat avec Mira Élevage et ça va encore vous faciliter la tâche. Après ça, nous avons la formation de 3 mois qui est à 210 000 francs externat et 310 000 francs internat. La formation de 1 an, ça c'est 510 000 francs parce que nous ne prenons que internat. Mais la formation de 1 an, je précise, il faut au minimum avoir le CEP. La formation de 1 an, voilà. Maintenant, la formation de 2 ans, ça c'est 400 000 francs, donc vous payez 200 000 francs simplement. Et vous commencez la formation avant même que la première année ne s'écoule. Vous aurez déjà vraiment de quoi payer les 200 000 francs restants. Parce qu'on apprend en même temps dans les classes, mais on apprend l'entrepreneuriat et vous pouvez donc élever en même temps. Oui. Alors, monsieur Sawadougou, le temps est terminé. On a peu de temps aujourd'hui. On va quand même vous laisser donner des numéros pour ceux qui veulent encore plus d'informations. Pour ceux qui voudront appeler à Mira Élevage, ils peuvent nous contacter au 64 64 04 44 ou au 58 98 00 70 et vous avez Mira Élevage. Bien sûr, les numéros s'affichent. Il y a le mail. Vous pouvez prendre donc les informations. Merci bien, monsieur Sawadougou, Frédéric Donald, les communicateurs à Mira Élevage, et nous le accompagnons avec ceci. Cherchons l'argent, cherchons l'argent, cherchons l'argent, cherchons l'argent, cherchons l'argent, cherchons.
cherchez pas tout le monde. Mon ami, cherche ton argent, ça peut éviter beaucoup de frustration. Soyons maîtres de l'argent. Alpha O, Chetival. Et non des esclaves. Soyons maîtres de l'argent. Et non des esclaves. Hey, yeah. Non de l'argent, non de les sous, non de ses pas, non de dollars. Hey, yeah. Non de l'argent, non de les sous, non de ses pas. L'argent est bon, mais la santé est meilleure, c'est encore mieux. Et pour la suite, nous allons passer à la rubrique Un œil sur la société. Vous le savez, chaque mardi, vous avez droit à cette chronique. C'est parti. Et pour la chronique Un œil sur la société aujourd'hui, nous recevons Romial Kabouré. Rappelons que Serge Youssef Ouitrago ne se sent pas. Donc aujourd'hui, nous sommes avec notre psychologue et coach conjugal, Romial Kabouré, qui va justement nous entretenir sur le thème du divorce. Bonjour Romial et bienvenue. Oui, bonjour. Merci d'être sur le plateau. Merci à vous pour l'invitation. On parle d'un thème qui ne donne pas la joie, mais il faut qu'on en parle puisque c'est la réalité. Tout à fait. Le divorce. Ouais. Et comment on peut définir le divorce? Bien, bonjour aux téléspectateurs. Il faut dire que le divorce, c'est simplement une rupture. Voilà, c'est la rupture légale officielle qui fait suite à un mariage qui a été célébré aussi de façon légale officielle. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. C'est une rupture. Ouais. Et quelles sont très souvent les raisons pour lesquelles les gens divorcent ou le couple divorce? Quelles sont les causes du divorce? Bien, parlant des raisons, il faut aussi reconnaître qu'il y a plusieurs raisons. Voilà, il y a plusieurs raisons, mais si on va faire appel aux statistiques, parce que les statistiques ont l'avantage de mener des enquêtes, de faire des recherches plus ou moins scientifiques sur un phénomène donné. Si on va faire appel aux statistiques, c'est essentiellement l'infidélité. Okay. Voilà, c'est essentiellement l'infidélité. Le fait que l'un ou l'autre partenaire joue à un double jeu, mène une double vie, trompe son conjoint à un moment ou à un autre, et puis voilà. C'est essentiellement l'infidélité. Maintenant, à côté de l'infidélité, il y a aussi d'autres facteurs, bien entendu. Oui. Les conflits, d'accord, les mésententes. Voilà. Un autre facteur important que les statistiques font aussi ressortir, c'est l'influence de l'extérieur. Et quand je parle de l'extérieur, il y a par exemple les belles familles. Voilà. Est-ce que vous savez que dans certains contextes, les belles familles sont à l'origine de 10% de divorces? Ok. 10% de divorces. Voilà. C'est pas peu, 10% de divorces, c'est pas peu. Ça veut dire que sur un divorce, sur 10 divorces, la belle famille a été au moins à l'origine de la séparation d'un mariage. Voilà, c'est aussi énorme. Et il y a aussi à côté, en plus de cela, il y a aussi les violences. Voilà, les violences conjugales sont aussi une cause importante de divorce. Quand je parle de violence, il y a bien sûr les violences physiques, les violences corporelles, mais il y a aussi cette violence qui crée quelque part de la souffrance chez les partenaires. Essentiellement la violence psychologique qui va provoquer justement une sorte de détresse émotionnelle, de détresse affective, qui va plonger le partenaire dans une sorte de souffrance, de dépression, etc., etc. Voilà. Il y a certains conjoints qui le supportent au début, mais qui, à force de supporter, finissent par craquer et bien sûr déposent simplement une demande de divorce et puis c'est parti pour la procédure. Alors vous êtes coach conjugal, donc c'est sûr que vous avez rencontré des cas comme ça, vous qui coachez des couples ou des individus qui souhaitent divorcer. Est-ce que souvent ça vous revient que des gens divorcent par manque d'argent? Ah oui, bien sûr, c'est aussi un aspect important. C'est clair qu'on ne l'évoque pas directement comme ça, comme une cause de divorce, mais
le conjoint ou la conjointe peut trouver qu'elle n'est pas dans les conditions sociales, financières, économiques voulues ou désirées. Voilà. Et cela va jouer de façon insidieuse. D'accord? Ça va jouer de façon insidieuse parce que ces difficultés financières-là vont provoquer des frustrations. Est-ce que vous voyez, voilà, il y a des frustrations qui vont s'accumuler, des frustrations liées au fait que on ne peut pas sortir, on ne peut pas se donner des temps de détente, voilà, on ne peut pas se donner des temps de détente, mais aussi des frustrations liées au fait que cette situation économique défavorable va aussi créer une sorte de stress qui fait que l'un ou l'autre peut en vouloir accuser l'autre, d'accord? L'homme peut accuser la femme, la femme aussi peut accuser l'homme, sans oublier que cette pression financière prédispose en réalité les couples à un état émotionnel, d'accord, un état émotionnel, un état affectif qui n'est pas forcément favorable. Voilà, on est toujours sur ses gardes, on n'est pas content, etc., etc. Voilà, de toute façon, lorsque ces situations sont contenues dans le temps, si c'est peut-être pour 12 mois, 6 mois, 1 an, ça peut se comprendre. Voilà, mais lorsque ça doit se prolonger sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, bien, finalement aussi on peut craquer, bien sûr. Est-ce que c'est pas pour ça qu'on dit qu'il faut se marier par amour et pas par intérêt? Parce tout à fait, voilà, tout à fait. Mais il faut aussi reconnaître qu'en réalité, quand on parle de conditions financières, il faut aussi reconnaître que quelque part, les conditions financières trop favorables aussi peuvent aussi quelque part provoquer cela, peuvent aussi être à l'origine de divorce. Voilà. C'est-à-dire que j'ai les moyens, je peux me procurer tout ce que je veux, d'accord, et voilà, je peux me permettre donc certaines libertés. Voilà, gérer un bureau à gauche, un autre bureau à droite, un autre là, par-ci, par-là, et puis voilà, finalement aussi ça va se répercuter sur la stabilité du couple en tant que tel. Les raisons, il y en a assez. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est que quand le divorce intervient, il y a forcément des conséquences. Oui. Surtout quand il y a des enfants. Déjà pour le couple, les deux époux, et puis quand il y a des enfants, et même pour la grande famille. Oui, exactement. Il faut reconnaître que le divorce, ça laisse toujours des traces. D'accord? Ça laisse toujours des traces. Des traces qui sont parfois indélébiles. C'est pourquoi je parlais tantôt de statistiques. Les statistiques prouvent aussi d'ailleurs que si vous avez divorcé une première fois, il y a de fortes chances que vous divorcez une seconde fois. Voilà. Ah oui? C'est-à-dire que les personnes qui ont divorcé une fois ont plus de chances de divorcer encore une seconde fois, parfois une troisième fois, ainsi de suite. Voilà. Est-ce que vous voyez? C'est aussi des réalités. C'est lié aussi parfois à ces conséquences-là. Voilà. Donc, ça laisse forcément des traces, d'accord? Le remords, le regret, parfois on s'en veut. Souvent, d'ailleurs, on se rend compte que, le divorce n'était pas la solution, parce que quand on se remarie, on est encore confronté aux mêmes problèmes, aux mêmes difficultés, aux mêmes situations. On a l'impression de jouer le même jeu, de rejouer le même scénario par rapport au mariage précédent. Et voilà. Et l'une des conséquences assez graves, assez dramatiques, aussi vous avez parlé tantôt des enfants, c'est bien sûr les enfants. Voilà, c'est bien sûr les enfants. Les divorces ont aussi des conséquences assez dramatiques sur l'équilibre émotionnel, sur la santé mentale, l'équilibre physique, psychologique des enfants. Voilà, ça c'est un fait. Il arrive même que certains enfants, à la suite d'un divorce, commencent à expérimenter ce qu'on appelle l'échec scolaire. Vous voyez, vous avez affaire à un enfant qui auparavant était très très intelligent, très très doué, mais à la suite d'un divorce, il perd subitement tous ses moyens intellectuels, toutes ses ressources intellectuelles. Il a du mal à s'en sortir au devoir et petit à petit, voilà, ça provoque ce cancer. Voilà, des renvois, des difficultés à s'adapter au milieu scolaire, etc., etc. Sans oublier aussi un des aspects importants, et là aussi c'est prouvé, j'ai parlé tantôt de rejouer le scénario. Est-ce que vous voyez? Voilà. En fait, il a aussi été prouvé qu'un enfant qui observe ses parents se battre jusqu'à aller au divorce
a plus de chances aussi de le reproduire plus tard quand il se marie. Est-ce que vous voyez, voilà. C'est un processus psychologique. Il est certainement inconscient parce que c'est pas toujours voulu, mais c'est aussi là l'une des conséquences qui est quand même dramatique. Et là, je vous assure que j'en ai rencontré beaucoup comme ça. Que ce soit des femmes ou que ce soit des hommes, voilà. La dame vous dira, quand je coach justement, je m'intéresse toujours à l'histoire personnelle de l'individu, d'accord? Parce que cette histoire personnelle-là porte beaucoup de messages par rapport à ce que l'individu vit actuellement dans son couple, voilà. Et il ressort très souvent d'ailleurs, que ceux qui sont sur ce processus-là ont aussi eu à faire face au divorce. Ça ne provoque pas forcément les mêmes conséquences, parce qu'il y en a qui, heureusement d'ailleurs, arrivent à prendre des dispositions nécessaires pour ne pas aussi plonger, mais très souvent, il y a aussi cette répétition. Donc ça devient comme un cycle en fait, un cycle qui se transmet de père en fils, de père en fils, de mère à fille. Et ça, c'est vraiment dommage. Ouais. Alors, nous allons aborder maintenant les solutions. Il nous reste peu de temps. Comment éviter le divorce? Oui, ça, c'est vraiment une question fondamentale. Déjà, moi, je pense que éviter le divorce, c'est d'abord un problème social. Voilà, ça doit être un souci social. Mais je vais aussi saisir l'occasion pour souligner qu'en réalité, le divorce a été normalisé aujourd'hui. Voilà. Je n'ai pas envie de dire banalisé, mais en tout cas, il a été normalisé. C'est-à-dire qu'on le trouve aujourd'hui comme étant quelque chose de normal, Et pourtant, lorsque vous partez devant le maire vous unit pour la vie. Jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous voyez, le prêtre aussi vous unit pour la vie. Mais pourquoi le divorce est devenu si normal? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand je dis que c'est devenu normal, je rencontre même des collègues, d'accord, des collègues, coachs conjugaux aussi, qui n'hésitent pas, qui ne se gênent pas à recommander le divorce. Est-ce que vous voyez, voilà, vous avez affaire à un client qui vous dit qu'il a été trompé par sa femme ou par son épouse, et vous dites non. C'est pas possible, c'est inadmissible. S'il vous a trompé, il vous a blessé, il va le refaire, etc. Demandez le divorce. Est-ce que vous voyez? Donc, aujourd'hui, c'est pour dire qu'on est dans une sorte de facilité. Dès qu'il y a une difficulté, on pense immédiatement au divorce. Dès qu'il y a un problème, on fait sortir ce divorce-là. Et je crois que déjà, il faut peut-être changer de mentalité par rapport à cela. Et aussi mettre en place des mesures préventives. La prévention est vraiment importante. Voilà. Et moi, je m'oriente justement personnellement dans ce sens, dans le sens de la prévention. Inviter les couples à ne pas attendre que ça chauffe avant de courir voir un spécialiste. Mais pourquoi pas, dès qu'on s'engage, déjà se prédisposer à se faire coacher. D'accord. Avoir un mentor conjugal, c'est-à-dire celui qui est là, qui vous observe, qui vous suit, qui vous conseille, qui est proche de votre couple, d'accord, qui vous connaît avec le temps et qui vous aide justement à ne pas plonger dans ce cycle qui va ouvrir justement au divorce. Voilà. Il nous reste 2 minutes, mais on va bien sûr aborder la formation que tu organises, Rovial, parce que la solution pour éviter justement ces situations, se préparer. C'est se préparer. Voilà, justement, c'est dans ce sens que j'ai mis en place un programme, l'école du mariage et de la vie conjugale, qui s'adresse à la fois aux jeunes célibataires, mais aussi aux personnes qui sont déjà mariées, et qui donnent des réponses, des outils qui permettent justement à ce public cible de mieux s'armer, d'accord, de recevoir déjà l'information, de ne pas se laisser surprendre et aussi de comprendre que lorsqu'on vit en couple, il y a forcément des situations auxquelles il faut faire face, d'accord. Il y a des choses qui forcément vont provoquer des conflits, des mésententes, des incompréhensions. Et quand on est préparé à cela, on fait maintenant sortir des outils, des stratégies qui puissent justement aider les couples à éviter de plonger dans le divorce. Voilà. Et à côté aussi, puisque vous me donnez l'occasion, j'ai aussi un programme
d'accord, un programme qui aide, qui a pour vocation en fait de former des coachs conjugaux aussi. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Un programme d'initiation donc au coaching conjugal, et pour les personnes qui sont aussi intéressées, le programme est disponible. Et pour l'école du mariage, on va dire que la prochaine session de formation, c'est en novembre. C'est en novembre, tout à fait. Les inscriptions sont déjà ouvertes d'ailleurs pour la session de novembre. D'accord. Voilà. Et ça fait 5 000 francs. Oui, justement, une contribution assez modeste, je vous assure. Assez modeste, bien une sûr. Contribution assez modeste. 5 000 francs pour éviter le divorce. Vous n'imaginez pas quels sont les bienfaits, justement. Bien sûr, une vraie école. On va finir par le numéro. 76 22 81 01. Je vois que tu n'as plus le temps. 76 22 81 01. C'est d'ailleurs affiché. Merci bien d'être passé surtout, et puis on aura d'autres occasions pour aborder d'autres thèmes. C'est toujours un plaisir de te recevoir sur notre plateau. À vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, merci à vous de votre fidélité à cette émission, et rendez-vous demain pour d'autres aventures de cette émission avec d'autres invités. En attendant, portez-vous bien et surtout profitez de ce jour férié. Sinon, nous sommes là. On se dit cus, au revoir. Les programmes sur Savan TV se poursuivent. Cœur de la savane africaine, un média est né pour porter les mots, les images et la vision du Burkina Faso au monde. Savane TV, la puissance de la communication. Savan TV, la télévision des nouvelles idées. Savan FM radio kanbagaw denmisɛn fara mɔgɔkɔrɔba ka an ka tarata foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen Salisu